Zorglob, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à l'agence Info Libre. Je vous présente pour les web auditeurs. Vous êtes un expert issu du milieu industriel qui est reconnu au niveau international dans les domaines de la métallurgie, de la corrosion, de l'étude du vieillissement et vous vous renseignez depuis une quinzaine d'années sur les problématiques autour des technologies du nucléaire. Et dernièrement, vous avez cofondé avec votre ami et collègue Dersou Écologie et Nation, qui est un collectif citoyen. Alors pour les web auditeurs qui souhaiteraient avoir davantage d'informations vous concernant et concernant ce collectif citoyen Écologie et Nation, nous les renvoyons à la conférence que vous avez animée dernièrement dans les locaux de la FFI, dont la première partie traite du nucléaire. Alors avant d'aborder WIP, puisqu'il y a de l'actualité brûlante, on va le voir avec vous, une petite question à titre personnel. Pourquoi utiliser un pseudo et non votre véritable nom ? Eh bien, en fait, il y a ce vieil adage qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est vrai que donc dans cette société du soupçon et des recoupements très rapides, en fait, à l'heure d'Internet, je me dis qu'en fait, de toute façon, il est toujours préférable de garder en fait une certaine distance. J'arrive pour ma part en fait à récupérer des informations de première main par des gens qui sont tout à fait libres de me les donner. Mais le nucléaire en fait a toujours, alors pas seulement que le nucléaire, mais notamment cette industrie, a toujours été enrobée dans le secret, parce qu'en fait s'il y avait une véritable transparence là-dessus, ça ne pourrait pas exister. Voilà. Et donc à ce titre, je préfère être prudent et néanmoins cordial et ouvert à tout propos et pour tout sujet. Voilà. C'est une précaution, je pense. Très bien, et on comprend effectivement pourquoi quand on voit des informations que vous transmettez au public. Alors justement, à propos de ces informations, vous avez souhaité revenir tout d'abord sur certains des éléments que vous aviez apportés dans la conférence que vous avez effectuée il y a de ça à peu près 2 semaines, avant de nous livrer l'actualité brûlante, comme je l'ai dit en introduction, du site WIP. Alors on peut peut-être faire une toute petite piqûre de rappel concernant WIP. WIP, c'est un cimetière nucléaire qui est au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Tout à fait, et donc il est en service depuis 1999. C'est un site en fait qui a pour vocation à recevoir donc des déchets transuraniens. Alors c'est issu essentiellement du programme militaire américain. WIP en fait c'est un réseau de galeries qui est creusé à 660 mètres sous terre, donc dans un désert du Nouveau-Mexique, pas trop loin de la ville de Carlsbad. On est donc dans un climat semi-désertique. C'est une formation saline. Alors ce n'est pas un dôme de sel, hein, c'est une ancienne mer qui s'est retirée. Il y a une couche de sel assez importante. Et donc en fait ils sont allés creuser depuis maintenant presque 20 ans là-dedans, observer un petit peu le comportement de la roche, et puis mettre en place une infrastructure qui fait quand même, qui faisait travailler 650 personnes pour pouvoir enfouir pour l'éternité, hein, soyons clairs, l'intégralité donc des déchets transuraniens américains. Et donc en fait pour ainsi présenter le site, donc WIP, donc qui est l'abréviation de Waste Isolation Pilot Plant, donc c'est l'usine pilote d'isolation des déchets, et également donc tous les déchets liés en fait à l'obtention du plutonium, et donc notamment des éléments qui sont plus lourds que le plutonium, qui ont la particularité d'être très chauds et très radiotoxiques. Voilà. Et donc la conférence s'inscrit donc dans une catastrophe, parce que je pense qu'il faut l'appeler comme ça, qui s'est passée donc le 14 février dernier, donc jour de la Saint-Valentin, pour ceux qui n'ont pas trop la mémoire des dates. Et pour plus d'informations sur les explications que vous venez de nous livrer, nous renvoyons les internautes à la première partie de votre conférence traitant justement de cette catastrophe nucléaire, comme vous l'appelez. Alors vous avez évoqué brièvement l'environnement autour de WIP, vous avez parlé de formation saline, et vous souhaiteriez revenir justement sur cet environnement, et notamment sur les puits avoisinant le cimetière nucléaire. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ou nous corriger à ce sujet ? Alors en fait donc WIP a comme particularité donc d'être installé aux États-Unis, et à ce titre en fait on n'est pas très loin du cœur énergétique américain, donc qui est le Texas en l'occurrence, avec l'arrivée de tous les terminaux pétroliers, une présence de raffineries. Il y a énormément de pipelines qui parcourent donc le Texas et puis les États environnants dans le Nouveau-Mexique. Et la particularité du site de WIP, c'est qu'en fait à quelques centaines de mètres se trouvent donc plusieurs dizaines de forages, et c'est notamment des forages de pétrole.
Alors actuellement, je n'ai pas encore la confirmation pour savoir en fait si c'est du pétrole qui est issu qui est recueilli en fait par des forages traditionnels, ou si c'est du pétrole de schiste qui, pour être extrait, fait l'objet d'une fracturation hydraulique. En attendant, il y a donc un périmètre d'interdiction de forage, et le pétrole en fait est presque adjacent à ce cimetière nucléaire. Donc c'est vraiment une particularité à peine croyable. J'observe toujours que donc à l'heure actuelle, aucun média de masse n'a parlé de cette affaire. On a très peu d'informations, tout est filtré par le Department of Energy. Ce qui est aujourd'hui un véritable souci, c'est que souvent les fluides, les roches peuvent être amenés à se mélanger, notamment par le biais de ces forages, et si le contrôle n'est pas rapidement repris au niveau de ce site, on peut tout à fait imaginer le pire. Donc le pire, c'est un mélange du sel, de l'eau, parce que quand on extrait du pétrole, il y a toujours de l'eau, ça forme des saumures. On peut avoir des infiltrations de liquides inflammables au niveau de certaines couches, du cheminement dans les couches géologiques. Tout ça peut très mal finir. C'est vraiment juste ahurissant de voir que les Américains ont eu l'audace devant l'éternité donc de créer ce cimetière, et par cela même l'audace d'aller extraire des ressources qui sont dans l'environnement immédiat. Donc voilà le survol au niveau du site par le biais de Google Maps. Les coordonnées GPS, vous allez les avoir en bas de l'écran. Enfin voilà, c'est tout bonnement incroyable. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de radiation de l'ensemble du territoire ou de l'ensemble de la Terre tout autour de WIP, et par conséquent également de l'eau et du sel de la région? Alors oui, effectivement, c'est une très bonne question. On est tout à fait en droit de se la poser. Il faut savoir en fait que souvent donc l'extraction du pétrole en fait va viser en fait à retirer donc cette roche liquide qui est le pétrole d'un réservoir géologique qui souvent en fait se conforme un peu comme une éponge. Le retrait de ce matériau, souvent pour maintenir la pression dans la tête de puits, on va injecter de l'eau. L'eau va se glisser sous le pétrole, l'eau est plus dense que le pétrole va surnager. Et ce pétrole qui surnage donc se retrouve piégé par rapport à une formation géologique qui elle est étanche, qui se trouve au-dessus de la nappe de pétrole. On maintient la tête de puits, puis ça permet d'aspirer un petit peu plus. Le problème, c'est que l'eau qu'on va injecter, elle ne va pas nécessairement se redistribuer de manière exacte vis-à-vis de la roche réservoir. On est dans une formation géologique qui de toute façon est active. La Terre n'a pas fini de bouger, il y a des tremblements de terre. Il y a des volcans au Mexique, il y a la chaîne, alors on est un peu de l'autre côté des États-Unis, il y a la chaîne des montagnes rocheuses qui est toujours active. La Terre va continuer à bouger, et ce qu'on peut craindre, c'est en fait d'avoir un phénomène de migration entre ces colis de déchets nucléaires ultimes et puis les cheminées, les puits, donc les cheminées d'aération, les puits de forage, et d'avoir une arrivée donc des radionucléides directement à la surface. Ça c'est tout à fait à craindre. Alors j'ai pas dit qu'on pourrait le craindre pour demain, mais à l'échelle des siècles, des millénaires et de la dizaine de millénaires sur lesquels ces produits resteront assurément mortels, on peut assurément le craindre. C'est tout le problème des déchets nucléaires, c'est que c'est fait donc dans le dos de la société civile, et puis c'est même plus qu'un pari, c'est un suicide. Si c'est pas un suicide à court terme, celle-là à long terme. Très bien, merci. Est-ce qu'avant d'aborder l'actualité du site de WIP, vous souhaiteriez apporter des informations ou des corrections quant à la conférence que vous avez effectuée? Alors des corrections, oui, quelques-unes, parce que donc le sujet en fait est nimbé de secrets et de commentaires vraiment très parcimonieux, vraiment tout à fait partiels. On sait aujourd'hui en fait que on a 17 travailleurs qui ont été contaminés au plutonium dans les urines. Il y a eu donc cette libération d'un aérosol riche en poussière de plutonium et d'américium. Il y a des gens qui sont repartis chez eux. Il y a eu un relargage donc de radioactivité à l'extérieur du site à la surface, parce que c'est ça en fait que le site de WIP, c'est une mine. Il y a une absolue nécessité de devoir ventiler la zone avec de l'air frais. Donc l'air frais qui est injecté d'un côté, forcément il faut qu'il soit extrait de l'autre. Et ça peut paraître en fait surprenant pour ceux qui nous écoutent, mais le système de filtration à haute performance n'est pas installé de manière permanente. Et en fait, entre le début de la catastrophe et puis l'installation effective du filtre, c'est passé à peu près un délai de 30 minutes, et on sait que les quelques kilomètres qui entourent le site ont été contaminés donc aux poussières de plutonium et d'américium.
Donc c'est très grave parce que les personnes qui ont été contaminées au plutonium, elles ont pu relarguer ces poisons, notamment par le biais des urines, mais on sait de longue date, donc depuis les bombardements sur le Japon, que les gens qui ont du plutonium dans le corps vont le garder très longtemps, entre guillemets à mort. Voilà. Et donc ça fait 17 personnes condamnées à crever d'un cancer radio-induit, c'est assuré. La dose mortelle de plutonium, c'est 5 microgrammes. Très bien. Maintenant, on va peut-être aborder l'actualité du site WIP. Donc, l'incident nucléaire a eu lieu il y a de ça 2 mois. La conférence que vous avez effectuée, c'était en début du mois, donc il y a environ 15 jours. Quelles sont les nouvelles du site depuis ce délai? Eh bien, en fait, une équipe a réussi à descendre donc au fond de la mine, donc à moins 660 mètres. Donc, c'était le 15 avril dernier. C'est une équipe en fait qui a été constituée donc avec donc différents spécialistes donc en radioprotection des mineurs et puis également des personnes qualifiées en matière de premier secours. C'est des personnes qui sont descendues en fait par le biais du puits d'évacuation du sel du site. Ils n'ont pas pu emprunter le puits au niveau du personnel. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi. Ils sont descendus en scaphandre autonome avec des respirateurs et des unités d'ultrafiltration. On sait qu'ils ont installé une tente avec une surpression au fond de la mine pour pouvoir en fait notamment se créer une certaine zone de confort qui est à l'abri des poussières mortelles de plutonium et d'américium. Ils ne peuvent en aucune façon se servir de moteurs diesel ou de systèmes électriques pour éviter de soulever des poussières et de recontaminer le site. Pour le moment, ils avancent en fait donc dans une zone qui est assez riche en poussière. Les quelques photos que j'ai montrent une présence de poussière importante et surtout ils sont obligés de tout transporter à la main, ce qui prend du temps. Le site en fait a une longueur d'à peu près 800 mètres, donc d'une galerie à l'extrême opposé, c'est considérable et on n'a toujours pas d'informations sur l'état des colis fuyards. Voilà, l'opérateur Department of Energy, qui est donc un représentant du gouvernement américain, reste très très disert à ce sujet. Voilà, donc on espère avoir plus d'informations dans pas longtemps, mais les travaux sont très difficiles. Mais est-ce que le gouvernement américain communique au sujet de WIP sur d'autres éléments à défaut de communiquer sur celui-ci? Sur d'autres éléments, pas vraiment. Il y a eu une visite en fait d'un officiel du Dow, Department of Energy, sur le site WIP. Il n'y a pas de traitement médiatique d'ampleur, donc par le biais de CNN, de NBC, de ABC, etc. Là, c'est un petit journal local donc de la ville de Carlsbad et d'Albuquerque qui traite donc de l'actualité. Donc c'est un petit peu comme si on avait un incident, par exemple à la centrale de Cattenom en Moselle, et puis qu'on en parlait aux seuls Mosellans, et puis ceux qui vivent dans les Ardennes, non, on va leur parler du dernier score du match de hockey. Voilà. On en est là aujourd'hui. Mais est-ce qu'au niveau international, les médias relaient cette catastrophe nucléaire, où là aussi, il n'y a aucune information, aucun relais? Aucune information d'aucune sorte, d'aucun média professionnel. Aucune. Il y a tout juste donc l'IRSN qui avait eu l'occasion donc l'IRSN qui est un organisme officiel français qui dépend du pouvoir public français, qui avait fait donc il y a de ça un peu plus de 2 mois donc une communication, un rapport à ce sujet assez lénifiant avec de la belle langue de bois, comment s'en servir en France. Voilà. Mais en dehors de ça, ni Le Monde, ni les télés, ni les radios n'en ont parlé. Le rapport que nous avions relayé sur le site de l'agence Info. Tout à fait. Donc heureusement que l'agence Info Libre est là, parce que la presse, on va dire, professionnelle, a décidé de passer outre. Très bien. Et est-ce que vous auriez des dernières informations à nous apporter avant peut-être de conclure l'entretien? Alors, actuellement, ce qu'il y a d'à peu près certain, c'est qu'on n'a aucun relevé donc sur les balises de surveillance de l'air au niveau du site. On n'en a pas. On n'a pas de photos autres que celles qui sont passées par le service de communication. Donc, il n'y a pas de fuite de la part de ceux qui sont amenés à intervenir sur le site. Voilà. Donc, on s'attend en fait à avoir un traitement au long cours. Il y avait eu des déclarations tout à fait lénifiantes des autorités en disant oui, ne vous inquiétez pas, le site est sous contrôle. Ah ouais, il est vachement sous contrôle, parce que là depuis le 14 février, personne n'y est vraiment retourné. Et puis il y a un gros point d'interrogation. Le site d'enfouissement qui avait été choisi au Texas en subsurface, à 40 mètres de profondeur, est toujours en service. Donc voilà, il y a une véritable urgence en ce moment aux États-Unis pour débarrasser
des contenus de déchets nucléaires ultimes de la part de certains sites particulièrement gratinés d'un point de vue de la contamination. L'ensemble de ces contenus sont transférés pour le moment au Texas dans un but temporaire. C'est ce qui est annoncé. Là, dernièrement, il y a des familles, il y a des travailleurs qui ont, avec leur famille, contacté les médias aux États-Unis par rapport à un autre accident qui a eu lieu dans l'État de Washington, puisqu'en fait, le berceau de la bombe atomique qui avait frappé le Japon, le site de Hanford, H-A-N-F-O-R-D, dans l'État de Washington, au nord de la Californie. Donc, il y a plusieurs personnes, presque une douzaine, donc 11 personnes au dernier décompte, qui ont respiré un gaz radioactif. Ils ont été admis à l'hôpital donc dans un sale état, et là ils ont décidé de prendre le micro et de raconter ce qu'ils ont vécu. Voilà, je suis en train de faire une transcription de cette interview, aucun rapport d'aucune sorte dans les médias français. Et vous l'avez dit au préalable, le journal local de Carlsbad a écrit un petit article quant à l'accident nucléaire qui a eu lieu sur WIP. Est-ce que vous avez eu des retours de citoyens vivant sur place, et si oui, comment est-ce s'ils sont au courant, enfin, s'ils ont eu des informations, comment est-ce qu'ils interprètent tout ça? Alors actuellement, donc là, je suis en train de tisser des liens en fait avec des personnes qui résident donc au Nouveau-Mexique et puis aux États-Unis d'une manière générale. J'ai pas énormément de retours, mais bon, je vais espérer obtenir des nouvelles dans les jours prochains. Nous informons les web auditeurs que nous sommes actuellement en train de préparer une vidéo pour expliquer le tableau périodique des éléments dans un premier temps. En fait, le but, ça va être de donner à chacun les bases pour comprendre la physique et pour comprendre la chimie, et pourquoi pas, plus tard, pour faire des vidéos explicatives de comment marche une centrale nucléaire, comment fonctionne le nucléaire, comment est-ce que le gaz du schiste fonctionne, pour donner en fait des éléments de compréhension à chacun pour comprendre les enjeux de ces énergies. Et j'ajouterai à ça que donc la lecture qui en sera donnée sera donc d'exercer en fait l'œil critique donc des web auditeurs sur notamment le dessous d'écart, c'est-à-dire l'ensemble de ces petits détails qui tuent, qui comme par hasard ne sont jamais repris donc dans les presses mainstream, puisque derrière il y a évidemment d'énormes intérêts, alors pas seulement financiers, c'est des intérêts notamment au niveau du pouvoir, et donc je m'efforcerai de vous expliquer tout cela. Zorglon, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à l'agence Info Libre. Merci beaucoup.